Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT Bio. Dans cette séance, on va traiter deux exercices, un de chimie et l'autre de physique. Celui de chimie concerne l'évolution d'une transformation chimique. Celui de physique, il sera consacré aux ondes mécaniques progressives. Exercice 1 de chimie. On étudie l'évolution en fonction du temps d'un mélange obtenu à partir d'un volume V1 égale 100 ml d'une solution d'acide oxalique H2CO4 de concentration C1 égale 6,10-2 mol par litre et un volume V2 d'une solution acidifiée de dichromate de potassium 2K plus CR2 au SAT de moins. AC2 égale 1,66 à la puissance moins 2 mol par litre. On obtient la courbe suivante. Dans cette courbe, on a la représentation de la concentration de CR3+, en fonction du temps en minutes. Les couples redox qui sont mis en jeu sont donnés. Voilà le premier couple, le deuxième couple. Donc, pour la première question, citez deux facteurs cinétiques pouvant modifier la vitesse d'une réaction chimique. C'est une question de cours. On a vu déjà que les facteurs cinétiques sont la température et la concentration. Voilà donc pour la première question, les deux facteurs qui sont, voilà, ici on a l'exercice résolution de l'exercice de chimie. On va répondre à la première question. Les deux facteurs cinétiques qui peuvent modifier la vitesse, sont la température grand T et la concentration grand C de la solution. Pour la deuxième question, écrire les deux demi-équations électroniques et déduire l'équation bilan de la réaction qui se produit entre CR2O7- et l'acide oxalique. Voilà donc la première demi-équation redox. Sera H2C2O4 qui va nous donner CO2, azote gazeux aqueuse. On a ici CO2, on a ici deux atomes d'hydrogène. Le milieu est un milieu acide, donc ici j'ajoute 2H+ aqueuse, puis je fais l'équilibrage des ions. Ici on a 0 anion, ici on a 2 donc des charges, donc on va faire l'équilibrage des charges, plus 2 électrons. L'autre demi-équation, on a CR2O7 de moins, il va nous donner CR3+, donc je fais l'équilibrage de chrome 2. Ici on a l'oxygène
donc plus H2O. On a cet atome d'oxygène, je multiplie ici par 7, plus 14H plus 6 électrons. Puis on va déduire l'équation globale. Donc l'équation globale sera égale à la somme des deux demi-équations électroniques après équilibrage des électrons. Ici, on a 6 électrons, ici 2. Donc, je multiplie ces demi-équations électroniques d'oxydation par 3. Donc, je trouve l'équation globale, la somme ici par 3, c'est-à-dire 3H2C2O4 plus CR2O7 de moins. Ici 14H plus 6, donc plus 8H plus aqueuse. Elle va nous donner, pour le CO2, on aura 3 CO2. CO2 se trouve à l'état gazeux, plus 2 CR3 plus aqueuse, plus 7 H2O liquide. Donc c'est ça l'équation globale. Donc on a répondu à la question 2. Voilà. Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. Donc, on va calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. Donc, on aura Ni de CR2, Ni de CR2O7 de moins. À l'état initial, elle est égale à C2 fois V2. Donc, je remplace le C2 par sa valeur 1,66 10 à la puissance moins 2 fois le volume V2 qui est égal à 100 ml, c'est-à-dire 100 fois 10 à la puissance moins 3. Je peux simplifier ici, donc je trouve la valeur de Ni est égale à 1,66 10 à la puissance moins 3 mol. De même, je cherche la quantité de matière initiale de l'acide oxalique, c'est de H2C2O4, qui est égal à C1 fois V1. Donc C1, c'est 6, 10 à la puissance moins 2. Le volume est égal à 100 ml, c'est-à-dire 100 fois 10 moins 3. Donc on trouve la valeur de cette quantité de matière, c'est 6, 10 à la puissance moins 3 moles. Après, je passe à la quatrième question, construire le tableau d'avancement de la réaction et déterminer l'avancement maximal Xmax et le réactif limitant. Donc, je fais la construction simple du tableau d'avancement. En examen, vous faites la construction complète du tableau. Donc, tableau d'avancement. Voilà. Donc, j'écris l'équation de la réaction. CR2O7 de moins plus 3H2
C2 au 4 plus 8H plus, elle va nous donner 3CO2 plus 2Cr3 plus 7 H2O. À l'instant T est égal à 0. À l'instant T est égal à 0, on a pour le R2 C1V1, ici C2V2, ici on a quelques traces, 0, 0. Pour l'eau, puisque la solution est aqueuse, elle est en excès. À l'instant T final, on aura C1V1 moins X max, C2V2 moins 3X max, on a quelques traces de H puisque le milieu est acide, on a ici 3X max, 2X max. Voilà, on a traité, on a fait le tableau d'avancement, donc on va donner le réactif limitant. Donc si H2C2 O4 est le réactif limitant, c'est-à-dire je fais une démonstration par absurde, et le réactif limitant, cela implique que C2V2 moins 3X max est égal à 0. Donc cela implique que X max est égal à C2V2 sur 3. Or, on a calculé cette quantité de matière qui est C2V2 qui est égale à 1,66 10 moins 3 divisé par 3. Elle va nous donner la valeur de 0,55 10 moins 3 moles. De même, si CR2O7 du moins est le réactif limitant, donc cela implique que C1V1 moins X max sera égal à 0. Donc cela implique que X max sera égal à la valeur de C1V1 qui est égal à 6 10 moins 3 mol. Donc d'après ces deux valeurs, il apparaît que le réactif limitant est H2C2O4. Donc cela implique que le réactif limitant est H2C2O4 et que X max elle sera égal à 0,55 fois 10 à la puissance moins 3 moles. On passera maintenant à la cinquième question. Voilà, déterminer mathématiquement la vitesse volumique. Donc ici, c'est la vitesse volumique. La vitesse volumique V de T de la réaction. Donc, on a déjà défini dans le cours l'expression de cette vitesse volumique. Donc, l'expression mathématique de la vitesse volumique. L'expression mathématique de la vitesse volumique.
V est égal à 1 sur Vs. Vs, c'est le volume de la solution. Ici, c'est la vitesse à un instant t, dx sur dt à l'instant t. Donc, c'est ça l'expression mathématique de la vitesse. On passera maintenant à la sixième question. Donc, pour la sixième question, exprimer la vitesse de réaction V de t en fonction de la concentration. Voilà, donc toujours pour définir la vitesse, il faut exprimer la vitesse en fonction de la variable qui se trouve en ordonnée. Et c'est, on fait dans notre étude la variation de la concentration. Donc il faut définir la vitesse pour trouver sa valeur en fonction de cette variable qui est la concentration de CR3+. Donc pour cela, on va trouver la relation qui existe entre les ions CR3+ et la concentration. Voilà, détermination de la vitesse en fonction de la concentration des ions CR3+. Donc, il faut trouver la relation qui existe entre l'avancement de la réaction et cette concentration de CR3+. On sait que la concentration de CR3+, est égale à un instant t, est égale à la concentration, est égale à la quantité de matière de CR3+, sur le volume de la solution. Or, d'après le tableau d'avancement, on a N de CR3+ est égal à 2x. À l'instant t est égal à 2x. Donc, cela implique que la concentration de CR3+ à l'instant t sera égale à 2x divisé par le volume de la solution. Donc cela implique que je divise ici par 2, que la concentration de CR3+ à l'instant t sur 2 est égale à x sur Vs. Donc je fais la dérivée ici qui sera égale à la dérivée ici. Caractéristique des dérivés. Donc puisque 1 sur 2 est constante, on aura 1 sur 2 d de la concentration de CR3+ à l'instant t sur dt et sera égal à 1 sur Vs, puisque Vs le volume de la solution qui est égal à 200 ml et est constant, d2x sur dt à l'instant t. Or cette valeur là n'est que l'expression de la vitesse à l'instant t. Donc cela implique que la vitesse à l'instant t sera égale, ici on a un 2 que j'ai, voilà, que la vitesse à l'instant t est égale à 1 sur 2 d de la concentration de CR3+ sur dt à l'instant t. Voilà, donc on a répondu à cette question, c'est-à-dire on a donné l'expression de la vitesse en fonction de la concentration et on passera à la question 7. Donc pour la question 7, déterminer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égale à 46. Ok, donc d'après toujours cette relation qu'on a, c'est-à-dire on a 7, la vitesse de la réaction à l'instant t est égale à 46 minutes. Ok, donc pour trouver cette vitesse, je travaille toujours avec l'expression de cette vitesse. V à l'instant t est égal à 46 minutes. Elle sera égale
à 1 sur 2 delta, puisque le d, la dérivée, elle représente le coefficient directeur de la tangente à cet instant, c'est-à-dire delta de la concentration de CU2+, sur delta t. Je prends deux instants qui nous apparaît clair dans le... Donc, je passe pour trouver le coefficient directeur de la tangente à cet instant. Je prends deux points qui seront clairs pour calculer, voilà, la vitesse. Donc, je prends ce point-là. Voilà. Je prends ce point-là. Et je prends ce point-là. Donc, je donne les coordonnées, j'écris les coordonnées de ces points dans le graphe. Voilà, donc ce point-là a pour valeur 60 minutes. Ce point-là a pour valeur, voilà, on a 3, 6, 9, 12. Et chaque point, il représente 0,3, chaque petit carreau. Donc voilà, 6, 9, 12, donc 0,3, 0,6, 0,9, c'est-à-dire elle sera égal à 12. On a 3 divisé par 5, c'est-à-dire 0,6. 0,6. Donc ici 12,06, 13,2, 13,8. Donc cette valeur elle sera égale à 13,8. Pour ici, je fais la projection sur l'axe des temps. Voilà, on a 5 carreaux qui représentent 20. Donc c'est 20 sur 5. Ici, on aura 16. Puis je fais l'application numérique qui sera égale, le delta CU sera 13,8 moins 9 divisé par 60 moins 16. Voilà, donc est égal, je reviens ici, est égal à 1 sur 2 en facteur de 13,8 moins, donc je reviens à la courbe, 13,8 moins 9, moins 9 sur 60 moins 16. Pour les unités, ici j'ai le millimole, c'est-à-dire il faut la convertir en mol. Je multiplie par 10 moins 3. Donc je multiplie par 10 moins 3. Donc qui sera est égal à 4,8 10 moins 3 sur 60 moins 16 qui est égal à 44. Donc en faisant l'application numérique, je trouve cette vitesse en unité mol par litre fois minute. Et je passe maintenant à la question
8, la dernière question, déterminer le temps de demi-réaction T1 de cette réaction. Donc le temps de demi-réaction, c'est le temps qui correspond à X max sur 2. Voilà la question 8, le temps de demi-réaction. Voilà le temps de demi-réaction T1 demi. De même, pour la vitesse, on va trouver la relation qui existe entre X et la concentration. Cette relation, on l'a déjà trouvée. On a trouvé que la concentration, voilà, d'après cette relation, on a la concentration de CR3+ à l'instant T est égale à 2X à l'instant T sur Vs. Donc à l'instant T est égal à T1 demi, la concentration de CR3+ à l'instant T1 demi, elle sera égale à 2 fois X1 demi sur Vs. Donc cela implique que la concentration de CR3+ à l'instant T1 demi, il sera égal, je remplace le X1 demi, c'est-à-dire le X qui correspond au temps de T1 demi, c'est le X max sur 2, c'est-à-dire est égal à 2 fois X max sur 2 multiplié par Vs, je multiplie, je simplifie, et je trouve que la concentration de CR3+ à l'instant T1 demi, qui est égale à X max sur Vs. La valeur de X max, elle est déjà trouvée, est égale à 0,55 10 moins 3 mol sur le volume de Vs, c'est-à-dire le volume de la solution, qui est égal à 200 fois 10 à la puissance moins 3. Je simplifie le 10 moins 3 avec le 10 moins 3. Je trouve la valeur par litre. Et je cherche le temps qui lui correspond. Donc 2,75. Je passe ici à 2,75. Pour le 2,75, ici on aura 0,6, 1,2, 1,8. Donc le 2,75, il est plus proche de 3. Cette valeur ici. Donc graphiquement, donc vous avez un papier millimétré, vous trouvez ici 2,75 10 à la puissance moins 3, 2,75. Par projection, on trouve à peu près égal à 7 minutes. Donc graphiquement, on trouve que le T1 demi, graphiquement, on trouve que T1 demi est à peu près égal à 7 minutes. Maintenant, on passera à l'exercice de physique. Voilà, exercice de physique, c'est-à-dire l'exercice qui concerne les ondes mécaniques progressives. Le sonar est un capteur. Voilà, le sonar, c'est un capteur formé d'une sonde qui contient un émetteur E et un récepteur R des ultrasons, est utilisé dans la navigation maritime pour connaître la profondeur d'eau et permet au navire de s'approcher de la côte en toute confiance. Pour déterminer la profondeur, l'émetteur E émet des ultrasons sinusoïdales vers le fond de la mer. Une partie de ces ultrasons réfléchissent et sont captés par le récepteur R. Voilà, on a ici le sonar
qui va émettre des ondes ultrasons qui vont réfléchir sur le fond de la mer. Le graphe ci-dessous représente le signal émis par E et le signal reçu par R. Voilà, on a un signal qui est émis et on a un signal qui est reçu. Voilà le signal qui est émis par l'émetteur et celui, il est reçu par le récepteur. Après un temps entre l'émetteur, la réflexion sur le fond et la réception, c'est-à-dire il fait un temps de va-et-vient. Choisir la bonne réponse. Donc on va choisir la bonne réponse. Ici on a des QCM. Les ondes sonores et les ultrasonores sont des ondes transversales. On a vu dans le cours que ces ondes sont des ondes longitudinales. Donc c'est faux. Les ultrasons sont des ondes audibles par l'homme. Au cours, on a vu que ces ondes ne sont pas audibles par l'homme. Elles sont audibles par certains animaux comme la chauve-souris, les dauphins. Donc c'est faux. La fréquence des ondes sonores varie avec le milieu de propagation. C'est faux, car la vitesse des ondes sonores, elle est toujours constante. Les ondes sonores se propagent dans le vide et dans le milieu. Donc d'après l'expérience qu'on a fait sur le portable, qu'on la met dans un tube en cloche, on n'entend rien, donc cette proposition elle est fausse. Les ondes sonores sont tridimensionnelles, oui, parce qu'elles se déplacent dans l'espace, c'est vrai. Lors de la propagation d'une onde mécanique, seule l'énergie c'est qui se propage, oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est ça les réponses qui sont vraies. On passera maintenant à la deuxième question. Voilà, on utilise des ultrasons de fréquence 200 kHz. On parle des ondes ultrasons, c'est sa fréquence, elle est supérieure à 20 kHz, qui se propagent dans l'eau de mer avec une célérité, c'est-à-dire une vitesse VO dans l'eau est égale à 1500 mètres par seconde. Calculer la période T et la longueur d'onde sonore. Voilà, donc on va calculer la période T et la longueur d'onde. Donc la période T pour la question B, la période T. Voilà, donc pour trouver la période T, on sait que T est l'inverse de la fréquence. On sait que T est égal à 1 sur N, donc est égal à 1 sur 200 kHz, c'est-à-dire 1 sur 210 à la puissance 3 Hz, qui est égal à 5, 10 à la puissance moins 6 secondes. Pour la longueur d'onde, on sait que V est égal à lambda sur grand T. Donc cela implique que lambda ça est égal à V fois T. On connaît que dans les données VO est égal à 1500 fois la fréquence qui est égale à 5, 10 à la puissance moins 6. On trouve que cette valeur est égale à 75 10 à la puissance moins 4 mètres. Donc pour la question B. On passera maintenant à la question C. Bon, à la question B. À partir du graphe, déterminer la durée delta t du parcours de l'onde sonore pour traverser la distance d. Voilà, pour traverser la distance d, c'est-à-dire pour traverser
cette distance-là. Or, on a un émetteur qui va émettre l'onde. Cette onde va traverser cette distance, puis il va retourner, c'est-à-dire le temps qu'on a, c'est le temps pour faire 2 fois t, delta t, c'est-à-dire pour traverser 2 fois la distance. Il va traverser cette distance t, puis il va revenir, il sera capté par le récepteur, donc il va traverser 2 fois le delta t, le temps qui traverse la distance d. Donc ici, on a le son émis par l'émetteur, par le récepteur. On a ici le début de l'émission du signal, ici le début de sa réception. On a pour chaque carreau 5 millisecondes. Donc on a ici le premier carreau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le delta t prime, les delta t prime pour l'aller et le retour. Voilà. Maintenant, on va répondre à petite b. Donc ici, on a le petit a. Donc petite b. Donc le petit b. Le temps mis par l'ultrason, pour aller et retour d'après le graphe. Donc d'après le graphe et delta t' qui est égal à 2 fois delta. Donc cela implique que delta t, le temps pour traverser la distance d, et sera égal à delta t' sur 2. Or delta t' est égal, on a 5 millisecondes fois 6 divisions sur 2 est égal à 30 millisecondes sur 2, donc il sera égal à 15 millisecondes, est égal à 15 millisecondes. Donc le temps pour traverser la distance d est égal à 15 et delta t'. Donc cela implique que le temps pour parcourir la distance petit d est delta t qui est égal à 15 millisecondes. Après, on passera à la question C. Donc la question C, on déduire la valeur de D. Donc, en déduire, c'est-à-dire on va se baser sur les questions précédentes. Donc, déduire la valeur de petit d. On sait que VO, la vitesse, est égale à la distance parcourue par l'onde sur le temps pour parcourir cette distance qui est le delta t. Donc cela implique que d sera égal à VO fois delta t. Application numérique, petit d est 500, VO est égal à 1500 mètres par seconde. On a trouvé que le delta t est égal à 15 millisecondes, c'est-à-dire 15 fois 10 à la puissance moins 3. En faisant cette application numérique, on trouve que petit t est égal à 22,5 mètres. Donc, on arrêtera ici.